Allô Sarah! Allô Emma! Ça va bien ce matin? Ça va bien toi? Ça va super bien. Je suis excitée de faire un nouvel épisode parce qu'aujourd'hui on parle d'un sujet que honnêtement, je savais pas du tout c'était quoi. Genre, je cherchais des listes de sujets, puis j'ai demandé à Chat de m'inspirer, puis il Ah, m'a donné ça comme idée. tu demandais à l'intelligence artificielle? Ouais, là je sais après l'épisode qu'on a On fait, a ça n'a pas de bon fait un sens. épisode sur Mais ça, si je peux Emma. pas vraiment demander à Internet de me donner des idées de sujets de Non, mais à podcast. tes amis. Ouais. Quoique, j'ai demandé à ma coloc de me donner des idées de sujets, puis on aurait dit que je venais de demander de me résoudre genre un cube Rubik en 30 secondes. Fait que nos amis sont pas tant des bonnes Mais moi j'ai sources. demandé à mon ami, puis elle m'a donné un sujet cool, sauf que genre j'ai commencé à chercher, puis j'étais comme il y a pas tant d'infos, là, genre. Ouais. Fait que j'étais comme c'est difficile. Mais on vous aime, là, nos amis. Oui. Moi aussi, j'ai changé de sujet genre 3 fois, là, genre... Je sais Bref. pas, j'étais pas inspirée. Puis ça m'a inspirée. Super. Qu'aujourd'hui, on C'est parle important. des paniques morales. Fait que, on va comme faire un petit survol de ça. On va commencer d'ailleurs avec l'origine du concept, parce que Ouais. c'est quoi Non une plus, panique j'avais morale? aucune idée Non. c'était quoi. Tu sais, en gros, mettons, pour commencer, c'est quand la société amplifie full quelque chose, alors que c'est pas genre, tu sais, c'est comme amplifié, mais c'était pas d'admis Ouais. de base. Mais c'est un concept qui a été forgé par un sociologue britannique qui s'appelle Stanley Cohen dans Folk Devils and Moral Panics en 1972. Il décrit, dans le fond, c'est dans son livre, Ouais. il décrit les moments où une condition, un événement, une personne ou un groupe est présenté comme une menace majeure pour les valeurs et l'ordre social, souvent de façon disproportionnée par les médias et l'opinion publique. Puis dans son étude, il s'intéresse notamment à la couverture médiatique exagérée des bagarres entre mods et rockers en Angleterre dans les années 1960. Cohen, il voyait la panique morale comme si elle se produisait lorsqu'un fait divers ou un comportement social est amplifié par les médias au point d'être transformé en véritable problème sociétal. Fait que l'inquiétude qui en résulte est pas simplement une peur populaire, mais une réaction qui est collectivement disproportionnée, accompagnée d'indignation, d'anxiété et de catégorisation. Les médias agissent dans ce cas-là comme un miroir grossissant, accentuant des phénomènes sans forcément refléter une réalité qui est proportionnée au phénomène en lui-même. Avec le temps, puis surtout depuis les années 2010, l'usage du terme s'est étendu bien au-delà de l'analyse sociologique neutre. Bon, en France, il y a des essayistes comme Gaël Brustier et Jean-Philippe Huellin, excusez-moi pour les noms, là, ont popularisé l'expression dans le débat public pour critiquer des évolutions sociétales, par exemple face à l'immigration ou aux transformations culturelles. Puis ils présentent parfois la panique morale comme un état durable de la société plutôt que des événements ponctuels. Cette lecture se fonde souvent sur une grille de lecture politisée et normative qui met l'accent sur des acteurs politiques ou médiatiques supposés manipuler l'opinion. Il y a aussi une politisation du concept, pardon. Fait que dans cette version plus contemporaine, la panique morale devient un outil pour désigner et disqualifier certains courants d'opinion qui sont adversaires politiques ou groupes sociaux en réduisant leurs préoccupations à de simples peurs irrationnelles. Fait que plutôt que d'analyser comment la société réagit, on s'intéresse plutôt à la façon dont un agenda politique ou un entrepreneur de panique pourrait orchestrer cette réaction. Il y a aussi plusieurs limites de cet usage moderne du concept. Premièrement, il y a la réduction du rôle du public. Le public est souvent présenté comme passif et facilement manipulé, ce qui j'ai toujours de la misère à dire ce mot-là. Ce qui minimise sa capacité à réfléchir ou agir de façon autonome. Il y a aussi l'occultation du fait de base. L'événement ou la situation à l'origine de la réaction sociale perd d'importance au profit d'une lecture idéologique. Puis, l'utilisation pour disqualifier l'adversaire, on utilise le terme « non » pour observer un phénomène social, mais pour attaquer... Excusez, j'ai parlé comme si on utilisait le terme « non », mais c'est ça. Fait qu'on utilise le terme « non » pour observer un phénomène social, mais pour attaquer politiquement ceux qui en défendent certaines positions. Par exemple, dans les débats sur le wokisme. Ouais. En gros, ce qu'on vient de vous dire, c'est que la panique C'était morale... super compliqué. Ouais, c'est ça. La panique morale, ça a commencé comme un terme qui décrivait des événements distincts, mais ce terme-là, il s'est quand même modernisé. Puis là, c'est rendu comme un peu... pour réduire... Tu sais, il y a comme des critiques à l'usage actuel qui seraient comme utilisées dans la politique, notamment pour défier ses adversaires. Ouais. Mais il y a quand même des critiques de cet usage-là actuel, notamment parce que ça réduit le public, puis parce que ben c'est juste utilisé pour disqualifier l'adversaire. Mais Dans là, le fond, Emma vient de vous répéter ce que Oui. je viens de dire. mais je vous le redis, parce que c'est pour le retenir. Mais là, dans le fond, ça, c'était comme la partie compliquée. Maintenant, on va passer à la partie simple et plus ludique. On va vous dire un peu quelques événements de panique morale. Mais tout d'abord, je vais vous dire que les sociologues, comme Stanley Cohen, qui était le monsieur qui a inventé ce terme-là,
ils expliquent que ce type de panique comporte des caractéristiques récurrentes. Fait que, premièrement, la préoccupation. Donc, c'est un événement qui suscite de l'anxiété sociale, de l'hostilité. Il y a comme un groupe qui devient un folk devil, fait qu'un méchant social. Un consensus, donc la peur devient dominante dans les médias et les discussions publiques. Une disproportion, la menace est exagérée. Puis une volatilité, donc la panique apparaît et disparaît rapidement. Donc maintenant, on va vous demander quelques exemples marquants de panique morale. Maintenant, Emma, tu parles comme si on faisait une présentation orale. Donc maintenant... Excusez, c'est mes années à l'école. Ça va scar for life. On va vous donner des exemples. Ouais. Il y en a 17. Il y en a beaucoup. Fait que ça va vous aider à comprendre un peu. Oui, puis il y en a un qu'on va comme plus détailler. Le dernier va être plus détaillé pour vous montrer, vraiment bien vous expliquer. Là. Ouais. Vous allez comprendre, il y a des quiz à la fin, préparez-vous. J'étais genre, hein, on a un quiz? J'ai eu peur. Bon, premier exemple qu'on a brièvement dit au début de l'épisode, si jamais vous avez bien écouté, l'exemple de Mods et Rockers dans les années 60. C'est un des premiers cas qui a été étudié par Cohen, 2 sous-cultures britanniques culturelles, Mods et Rockers, qui ont été dépeintes comme destructrices et menaçantes, alors que leur affrontement était en réalité très limité. Après, il y a eu la guerre contre la drogue de 70 à 90. Aux États-Unis, la peur des drogues a été intensifiée par les médias et les politiciens, menant à des lois sévères malgré des données montrant quand même une baisse de l'usage sur certaines périodes. Il y a aussi la théorie critique de la race. En 2021, la peur de l'enseignement de la CRT, la théorie critique de la race, dans les écoles américaines a été amplifiée par certains médias et politiciens, malgré un manque de preuves qu'elle y était réellement enseignée à grande échelle. Ensuite, il y a la disparition de l'enfance et les médias. Il y a comme des inquiétudes qui ont émergé autour de l'idée que les médias, comme la télé, Internet, etc., exposent trop tôt les enfants à des contenus adultes, mais, alors que ça, c'est quand même récent comme peur, ce type de peur... pas c'est récent, mais on l'a encore récemment, je veux dire. Mais ce type de peur-là, il existe dans le fond depuis l'ère victorienne avec les romans. Fait que, ça date, il n'y a pas d'affaire à faire un big deal, là. Il y a aussi l'immigration en général, je dirais. Là, dans plusieurs pays, les immigrants ont été présentés comme une menace pour l'identité ou l'économie nationale. Ça alimente des débats politiques et beaucoup de peur sociale. Il y a la peur du communisme, qu'on appelle le Red Scare. Donc, aux États-Unis, surtout dans les années 40-50, la peur d'espions communistes a mené à la chasse aux sorcières de McCarthy et au blacklisting à Hollywood. Fait quand même intense. Ouais. Bon, il y a aussi la musique du diable. Dès les années 1920 et jusqu'à 1950, certains genres musicaux comme le blues, le jazz ou le rock ont été accusés de corrompre la jeunesse, souvent avec des sous-textes raciaux. Il y a eu le HIV puis le /SIDA dans les années 1980. Les médias ont exagéré le rôle de certaines communautés, comme la communauté LGBTQ+, dans la propagation du VIH, ce qui a créé des peurs sociales injustifiées. Il y a aussi la guerre contre le terrorisme qui est commencée après l'événement du 11 septembre. Il y a certains médias qui ont généralisé la menace, stigmatisant des musulmans comme un danger pour la société. Il y a eu le mugging, c'est des agressions dans la rue, là, au Royaume-Uni. Donc, dans les années 70, l'augmentation des rapports sur les agressions a été interprétée comme une preuve de l'effondrement social, malgré des données qui étaient mitigées puis pas concluantes. Il y a aussi un exemple moderne où un groupe qui s'appelle le groupe Canon, avec un Q, est dépeint comme une menace extrême, parfois avec des arguments exagérés ou polarisés. Un truc quand même récent, que si vous avez entendu parler, le défi des Tide Pods, qui est un phénomène sur Internet où des adolescents mangeaient, dans le fond, les petites capsules pour faire le lavage. Ça a été comme amplifié par les médias au point d'être qualifié de crise nationale, malgré des risques comparables à d'autres accidents domestiques. C'était pas plus grave que d'autres affaires. La guerre contre Noël. Il y a certains médias qui prétendent régulièrement qu'il y a une campagne pour supprimer Noël, alors que, comme on sait, les célébrations continuent très largement partout. Là. Un peu plus ancien, la panique contre le paganisme dans l'Empire romain. Donc, c'est un exemple historique ancien où la religion païenne a été diabolisée dans les récits pour renforcer l'unité chrétienne. Il y a aussi le procès des sorcières de Salem dans les années 92-93, pardon. Mais 1692. 1692-1693, qui est un cas historique emblématique où la peur de la sorcellerie a mené à des accusations injustifiées et des exécutions. Il en reste 2, on lâche pas. Il y a la révolution sexuelle des années 60. Fait que il y a comme eu la peur d'une libération sexuelle qui corromprait la société, qui a marqué une grande anxiété culturelle chez certains. Et finalement, dernier exemple qu'on veut vous partager, c'est le massacre de
Columbine. Columbine. Oui, excusez. La fusillade de Columbine a été l'un des premiers événements marquants d'une vague de tueries de masse aux États-Unis qui s'est intensifiée, au début des années 2000 et se poursuit encore aujourd'hui. La panique morale qui a suivi apportait pas uniquement sur la violence armée, qui est une inquiétude largement considérée comme légitime, mais surtout sur la désignation de coupables culturels. Les artistes et la culture gothique, notamment Marilyn Manson, ont été accusés d'avoir influencé les tueurs. Puis les médias ont contribué à cette peur, notamment avec une émission d'ABC News intitulée The Goth Phenomenon, qui suggérait un lien entre la musique gothique et la violence. Fait que la culture gothique a comme été présentée comme moralement dégénérée, dangereuse et dépourvue de valeurs positives. Un cas plus récent, maintenant, qu'on entend souvent parler, c'est pas démonisation, quand tu démonises quelque chose. Oui. Démonisation? Oui. Des réseaux sociaux. Fait que, tu sais, depuis quelques années, de nombreux médias et commentateurs affirment que les smartphones et les réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok, sont responsables d'une épidémie d'anxiété, de dépression et de problèmes d'image corporelle chez les jeunes, surtout chez les jeunes filles adolescentes, et que certains auraient même eu recours au suicide à cause des réseaux sociaux. Des articles, notamment un long reportage dans The New Yorker, racontent des cas individuels tragiques de jeunes qui se sont enlevés la vie, où les familles de ces jeunes-là blâment l'usage excessif des réseaux sociaux pour l'anxiété ou la dépression de leur enfant. On parle aussi de recherches Internet de Meta, qui sont reliées par des lanceuses d'alerte qui suggéraient des effets négatifs de ces plateformes. Malgré toutes ces histoires-là assez poignantes, la recherche scientifique n'a pas démontré de lien causal clair entre l'usage des réseaux sociaux et la dépression ou l'anxiété chez les jeunes. Des chercheurs estiment que les preuves de causalité sont faibles ou inexistantes, même si beaucoup d'études montrent des corrélations légères. Une grande méta-analyse a aussi conclu que l'association entre réseaux sociaux et bien-être est pratiquement nulle. Dans certains cas, les jeunes déjà en difficulté psychologique, utilisent davantage les réseaux sociaux, ce qui inverse la causalité souvent suggérée. Puis, dans une étude, près de 45% des adolescents ont déclaré que l'usage des réseaux sociaux les fait souvent se sentir mieux et non pire. Bien que les taux de suicide aient augmenté aux États-Unis chez les jeunes, cette hausse n'est pas identique dans tous les pays qui ont également aussi été exposés aux mêmes technologies, ce qui rend plus difficile l'idée d'un lien direct universel. Mais là, pourquoi la peur persiste? Instagram et d'autres chercheurs... pas Instagram, excusez. Ingram. Mon Dieu, je suis brain-rot. Et d'autres chercheurs estiment que cette fixation sur les réseaux sociaux comme cause principale est une forme de panique morale. Donc, les médias amplifient des récits émotionnels plutôt que scientifiques. Les histoires faciles à comprendre, donc le réseau social égale le problème, sont plus attractives que les explications complexes, qu'il y a des troubles de santé mentaux, de la pression scolaire, un environnement social dysfonctionnel, etc. Cela rappelle d'autres histoires de panique, comme celle des jeux vidéo, des bandes dessinées, de l'Internet primitif, ou comme on vous a parlé de la musique, du démon et tout, là, où une technologie est présentée comme intrinsèquement dangereuse sans qu'il y ait nécessairement de lien de causalité. Puis il y a certains experts qui rappellent que les réseaux sociaux peuvent aussi être un soutien social, notamment pour les jeunes marginalisés ou isolés. Puis une interdiction totale ou des mesures répressives pourraient nuire plus qu'aider. Puis le problème principal n'est probablement pas la technologie elle-même, mais comment elle s'intègre dans un contexte social plus large. On avait fait un épisode sur les réseaux sociaux il y a un petit moment, dans la saison 1, on va dire, si vous voulez aller le réécouter. Fait que ça, c'était juste... Là, on voulait pas repartir sur les réseaux sociaux, c'était juste pour donner un exemple plus concret, plus moderne d'une panique morale. Oui, c'est ça, exact. Fait que dans le fond, panique morale, c'est juste quand on amplifie des affaires qui n'ont pas rapport. Tu sais, qu'on dit... Puis on a vu aussi dans les exemples que c'est souvent des cas que c'est visé contre des groupes particuliers, là. Fait que c'est un peu rejeter le blanc sur la cible facile, là, dans la plupart des cas, puis que ça s'amplifie. Je pense que, tu sais, de savoir... Je pense que c'est un concept qu'on connaissait pas nécessairement le mot du concept, le terme du concept, mais on connaissait plein d'exemples. Oui, c'est ça. C'est juste de comprendre pourquoi ça l'arrive, puis de vous en rendre compte peut-être des fois. Oui. Quand c'est une panique morale, puis de peut-être descendre d'un cran à la panique. Oui, c'est ça. Ça ressemble à ça pour notre épisode. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez appris, que vous allez vous coucher moins niaiseux à soir. Puis on vous invite à aller, évidemment, comme d'habitude, vous abonner à toutes nos plateformes, à nous suivre, à nous écrire, à commenter, à liker, à partager. À nous envoyer des idées de thèmes si vous en avez. Oui. Pour la prochaine saison. Pour la prochaine saison, puisque la saison commence à tirer à sa fin. Oui. On va, dans le fond, finir la saison en été, puis recommencer une saison 3 à l'automne. Oui, on prend des petites vacances. Fait que on revoit
dans un prochain Oui, épisode. tous Dans nos 2 liens semaines. sont dans la description. Oui. On n'a pas oublié. Oui. Puis ben ouais, à dans 2 semaines. Bye! Bye!